mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui a le plaisir et l'honneur de recevoir ce dimanche une experte comptable. En 1990, eh bien, elle a fondé son propre cabinet d'audit et de conseil, puis directrice générale de Deloitte Sénégal, président du conseil d'administration Women's Investment Club Capital, le premier fonds d'investissement dévolu au soutien à l'entrepreneuriat féminin en Afrique de l'Ouest, il faut le préciser, et les cofondatrices de Demain Sénégal, une initiative citoyenne. Elle nous expliquera en détail, mais d'abord, c'est un plaisir, Thiaba Kamarassi, de vous recevoir. Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup, Bayomar. C'est moi qui suis très reconnaissante pour votre invitation. Et j'en profite pour saluer l'ensemble de vos auditeurs. Merci en tout cas. Oui, pour expliquer à l'opinion, d'abord en partant de votre expérience professionnelle et sociale même, est-ce que vous pouvez revenir sur votre formation et votre carrière, car il semblerait que vous soyez l'une des rares femmes à avoir dépassé le plafond de verre dans le secteur privé et dans le secteur politique. Alors, plutôt dans le secteur privé. Donc, en termes de formation, j'ai fait une série C au collège des Maristes. Et j'ai eu la chance, le privilège d'obtenir une bourse de la coopération française. À l'époque, mon père était ministre de l'enseignement supérieur. Et il m'avait dit qu'à ce titre, je n'étais pas éligible à une bourse du gouvernement sénégalais. Et que lui, personnellement, n'avait pas les moyens de me payer des études à l'étranger. Moi, ma passion, c'était... Je voulais servir dans l'armée. En fait, c'était ça ma véritable vocation. Et je voulais faire l'école polytechnique de Thiès. Et quand j'avais découvert que cette école, à l'époque, n'acceptait pas les femmes, parce que l'armée n'avait pas d'officiers femmes, je m'étais retrouvée vraiment sans aucune aspiration particulière. Et c'est en tombant sur un numéro du magazine L'Étudiant que j'avais découvert le programme de la prépa HEC qui ressemblait au programme de la terminale C. Et c'est ça qui avait amené la discussion avec mon père. Il m'avait dit, si tu arrives à décrocher une bourse, à l'époque, donc c'était des bourses offertes par la coopération française, tu pourras, mais c'est un long processus, effectivement, sélection sur dossier, etc. Donc c'est comme ça que j'ai... atterri au lycée Louis-le-Grand, j'ai fait ma prépa et j'ai intégré l'école supérieure de commerce de Paris. Et dès que j'ai eu mon diplôme, je suis rentrée à Dakar pour y travailler. Donc j'ai entamé une carrière. Beaucoup penseraient rester, vous dites non, vous rentrez. Ah, j'avais 3 offres d'emploi au moment où je... ne manquait pas les offres. Non, puis c'est vrai que les étudiants diplômés de grandes écoles étaient très courtisés à l'époque. Et ça m'avait valu la remarque d'une camarade de promotion qui ne comprenait pas que j'ai envie de rentrer chez moi. Et qui me disait, mais tu vas à l'aventure, là. Qu'est-ce que tu vas aller chercher dans un pays sous-développé alors que tu as des perspectives ici de travail et nous nous sommes retrouvés lors d'un dîner d'anciens camarades de promotion, c'était en 2012. Et après des dizaines d'années, donc c'était très émouvant de se retrouver et de raconter nos tranches de vie. Et la même qui me disait que j'étais folle et que j'étais aventurière, voilà, quand nous avons échangé sur nos parcours respectifs, m'a dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu as de la chance. Là aussi, je n'ai pas
relevé en me disant, voilà, autant il était indélicat de demander à quelqu'un comment est-ce que tu peux avoir envie d'aller servir ton pays. Autant j'estimais que ça n'était pas de la chance, mais juste l'aboutissement d'un choix. Le Sénégal est ma passion et le Sénégal vous rend tout ce que vous lui donnez. Justement, il vous est arrivé également, c'est pas le premier choix difficile. Quand vous avez été à la tête de Deloitte, vous avez également connu une seconde, cette fois-ci, démission à ce niveau et à ce stade. Vous étiez à l'époque la représentante de Deloitte au niveau de l'Afrique, non? C'est ça, j'étais associée, donc c'est un partenariat international. J'étais associée internationale et donc la dirigeante, la managing partner de Deloitte Sénégal. Et j'étais également membre du conseil d'administration de Deloitte Afrique, qui regroupait l'ensemble des cabinets membres d'Afrique francophone, donc Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Et pendant une dizaine d'années, j'ai participé à faire croître le réseau, à le structurer. Et ça a été une magnifique aventure. J'ai vraiment énormément appris au sein de ce réseau, qui est un environnement juste magnifique, quoi. C'est une très belle marque. Oui. En termes de confort personnel déjà. Voilà. Bon, oui. Mais c'est vrai ce que vous dites, c'est en fin 2016 que j'ai eu, bon, je ne sais pas comment on va qualifier cela, peut-être comme disent les Anglais, midlife crisis, où je me suis vraiment posé des questions existentielles, sur ce que je faisais confronté à au une quotidien. Crise personnelle. Voilà, et à l'intérêt que ça avait véritablement en termes d'impact sur le Sénégal, sur mon environnement. Et bon, pour la petite histoire, c'est parti j'étais en mission en Tunisie, c'était juste après la révolution tunisienne. Et j'étais en discussion avec le ministre du Commerce tunisien qui expliquait la stratégie du gouvernement en termes de croissance économique. Et l'Afrique subsaharienne revenait régulièrement dans leur stratégie de croissance. Et ça a fait tilt. Parce que je me suis dit, nos gars, là, chez nous, nos entrepreneurs, notre secteur privé, qui s'occupe d'eux comme ça, qui met en place des stratégies pour non seulement renforcer leur présence nationale, mais leur permettre de conquérir des marchés étrangers. Quand des entrepreneurs étrangers viennent chez nous, on leur déroule le tapis rouge. Ils viennent accompagnés de toute la force de leur gouvernement, de leur fonds d'investissement. Ils bénéficient ici d'une grande bienveillance de nos autorités, alors qu'ils viennent quelque part aussi en concurrence avec le secteur privé national, qui lui est plutôt dans un jeu de cache-cache, je t'attrape, avec l'administration sénégalaise et en particulier l'administration fiscale, qui ne fait pas beaucoup preuve d'empathie vis-à-vis du secteur privé national. Donc, c'est un peu ça a été un déclic qui a complètement remis en question l'orientation que je voulais donner à ma carrière professionnelle. Pour moi, il était clair, il fallait que j'arrête. J'estimais avoir fait le tour en termes de... Voilà, je suis auditeur, expert comptable. Je pense que nous avons une marge de progression énorme en ce qui concerne le capital, l'investissement en capital et les solutions de financement pour notre espace économique régional. Et donc c'est ce qui, de fil en aiguille, a mûri ma décision de m'orienter maintenant vers les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, et en particulier également, c'est un autre enjeu. Le WIC. Oui. Et là également, c'est une initiative qui est partie dans 8 mars, par exemple, pour construire ce second choix concernant le fonds d'investissement.
C'est ça, nous sommes souvent attaqués. Donc, WIC Capital est un fonds d'investissement dédié à l'entrepreneuriat féminin. Et nous sommes souvent attaqués là-dessus en disant, mais pourquoi les femmes, les jeunes aussi ont besoin de financement, et puis certains entrepreneurs hommes, et nous sommes d'accord. Mais comme vous le dites, le WIC est une solution à un problème que nous avons identifié, nous, femmes, qui nous préoccupons du sort des femmes dans ce pays. Donc c'était lors d'une discussion un 8 mars où nous nous posions la question de l'intérêt de cette journée internationale des droits de la femme et de son impact réel dans la vie des Sénégalaises. Et on s'est dit, bon, d'accord, c'est facile de critiquer. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer à améliorer la vie de nos compatriotes femmes? Et nous nous sommes promis de nous retrouver le 8 mars 2016 pour inaugurer un programme qui aurait de l'impact pour les femmes. Nous ne savions pas encore. Oui. Alors ça venait, oui, c'est vrai. On avait donc ça c'était mars 2015. En janvier 2015, c'est vrai qu'il y avait une rencontre. Christine Lagarde était venue à Dakar et nous avions déjeuné avec elle. Nous étions vraiment, c'était très intimiste. Nous étions une dizaine de femmes à échanger sur nos parcours. Et c'est là qu'on voit, en fait, les femmes qui percent, celles qui arrivent au sommet, celles qui sont visibles, en général, elles ont enduré d'énormes sacrifices. Voilà. Mais comme on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Exact. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de solidarité et de sororité à mettre en œuvre. Mais justement, ce que vous ramène à la création Demain Sénégal, c'est également une initiative citoyenne qui corrobore justement votre volonté d'entreprendre. Pour quelle finalité? Pour la promotion générale des Sénégalais, mais des femmes en particulier. C'est ça. Là, Demain Sénégal, c'est une initiative qui est née au lendemain des violences de mars 2021. Et c'était en réponse, là aussi, à un mal-être. Moi, personnellement, j'étais convaincue que les jeunes qui sortaient, qui commettaient des violences, ne le faisaient pas simplement par expression politique, mais comme une sorte d'exutoire à leur angoisse. Et comme une réponse au fait... Oui, vous savez, quand vous êtes au chômage, quand vos parents souvent sont également au chômage ou ont des revenus très faibles, et que vous ne voyez pas de perspective autre que d'aller risquer votre vie dans l'océan. Vous étiez interpellée en tant que mère de famille? Oui, chaque fois, moi quand je vois les talibés dans la rue ou quand je vois des jeunes chômeurs, quand j'étais chez Deloitte par exemple, chaque année nous organisions une foire de l'emploi, une foire entre guillemets, c'est-à-dire chaque année nous avions une campagne de recrutement. Et de voir des jeunes, je les trouvais vraiment, machallah, karkar, beaux, avec des têtes bien faites, avec énormément de bonne volonté. Et je les voyais en me disant, mais ils ne sont pas tous forcément outillés pour décrocher un emploi, malgré tout le parcours souvent très brillant qu'ils ont suivi. Et il n'y a pas suffisamment d'offres d'emploi pour permettre de les absorber. Ça me faisait mal. Et c'est vrai que là, c'était la fibre maternelle. Je suis mère de famille et ça... Voilà. Donc, avec d'autres amis, connaissances locales et de la diaspora, nous avons donc monté Demain Sénégal, dont l'objectif est de réfléchir ensemble à un avenir meilleur pour ce pays. C'est voilà où nous en sommes aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons nous projeter et par quelle stratégie est-ce que nous allons y arriver? La prospective.
Et nous avons comme ça recueilli la demande citoyenne à travers une enquête à laquelle plus de 1100 personnes ont répondu, qui a permis de poser un état des lieux et puis surtout des solutions. Et ces solutions ont été corroborées par des avis d'experts, parce que nous avons également organisé des débats citoyens sur des thèmes sociétaux majeurs. Et donc tout ce travail, d'ailleurs, nous le mettons à la disposition des nouvelles autorités parce que je pense que un des ingrédients fondamentaux et essentiels du succès, c'est la concertation. C'est le fait de pouvoir identifier un objectif commun auquel tous les citoyens adhèrent et auxquels ils s'identifient. Pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection qui reçoit Thiaba Kamarassi, qui est experte comptable et qui nous a expliqué son itinéraire sur le plan donc professionnel mais également social. Oui, justement de ce point de vue, nous connaissons notre troisième alternance. Et quel bilan faites-vous de la situation économique du pays et celle du secteur privé en particulier? Je pense qu'il va falloir se poser et faire ce bilan. Mais avec l'ensemble des informations. Et là, c'est l'auditeur qui parle. Vous savez, on dit souvent l'optimiste voit le verre à moitié plein, le pessimiste voit le verre à moitié vide, et l'auditeur se demande ce qui aurait dû être dans le verre et qui n'y est pas. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, il y a des constats. Il y a des constats, c'est vrai, d'un point de vue, par exemple, des infrastructures. Le Sénégal a fait des pas immenses. Il est appréciable, par exemple, de pouvoir utiliser les autoroutes, d'avoir un aéroport moderne et aux normes internationales. Après, il y a des questions sur certaines de ces infrastructures et sur leur pertinence et sur les choix qui ont conduit à ces investissements. Je prends par exemple le TER. Voilà un investissement de plus de 1000 milliards de francs CFA qui n'était pas prévu au PSE. Qui ne s'inscrit pas, que je sache, dans une stratégie et dans un plan programmatique. 1000 milliards. Est-ce que c'était une priorité? On va servir, 25 000 Dakarois. Est-ce que Dakar, c'est le Sénégal? Voilà un investissement qui, en termes de transfert de technologie, transfert de compétences, a en tout cas bilan zéro. La société d'exploitation est étrangère. Voilà, une société publique française a eu dans sa stratégie de développement l'idée d'aller investir en Afrique. Et voilà, comme par hasard, nous avons un TER, donc ça c'est l'idée de la RATP. C'est la SNCF qui s'occupe de l'exploitation. Nous avons ranimé le cadavre qui était Alstom. Alstom était en situation de cessation de paiement. On nous amène un outil luxueux, des TER comme ils n'en roulent pas en France, avec clim Wi-Fi. Est-ce que nous avions besoin de ça? En quoi est-ce qu'un investissement aussi énorme va profiter aux citoyens de Fongolimbi, dont une partie des impôts ont servi à l'acquisition de ce... Et je peux pas servi à l'acquisition, mais devra servir à payer l'endettement énorme auquel cet investissement-là a participé. Donc, était-ce une décision de bon père de famille? Il faudra en faire l'évaluation. Ça c'est sur la partie infrastructure. Ce que je déplore, c'est en termes de demande sociale.
le fait que non seulement il n'y ait pas eu de réponse adéquate, mais que les citoyens sénégalais aient été soumis à un régime de terreur. Il y a eu des traumatismes graves et profonds qu'il va falloir qu'on adresse et qui ne correspondent pas du tout à notre culture, à nos valeurs. Ça, je pense que ça va faire partie du bilan et ça a des incidences, économiques, entre autres, en mettant de côté juste la partie économique, la partie plutôt sociale. Donc, le bilan, je pense que c'est encore prématuré et j'espère. D'ailleurs, je salue le fait que certains rapports commencent à être publiés et ces rapports n'auraient jamais dû rester bloqués. Ça n'est pas normal. Ce sont des rapports qui ont destination et vocation à être portés à la connaissance du public. Donc, on a commis des actes de prédation sur notre économie, qu'on en fasse l'inventaire et puis voilà, qu'on voit comment à partir de là le Sénégal va pouvoir mettre en place les dispositions nécessaires. Les lanceurs d'alerte ont été promus. À ce niveau, beaucoup craignent justement des dérapages. Comment vous, en tant qu'experte comptable, vous appréciez cette question? Moi, j'ai été choquée par la répression brutale qu'ont subi les lanceurs d'alerte sous le régime précédent. Je me dis, mais c'est pas possible. On vous apporte une information. Mais oui, et puis, il y a eu des sanctions avant même d'aller faire les investigations nécessaires. Quelqu'un vous apporte une information, mais prenez-la. Faites les investigations nécessaires et pendant ce temps, protégez la personne. Et puis s'il est avéré qu'elle a menti et qu'il s'agissait d'actes de diffamation, mais prenez les mesures idoines pour empêcher... C'est un projet qui nécessite de l'encadrement quand même. Mais oui, mais dans tous les pays où on met en avant l'éthique et la transparence, on pose un cadre de protection pour les personnes qui dénoncent des actes qui vont à l'encontre de l'intérêt du groupe, de la communauté. Donc, je pense que c'est une excellente chose. Et oui, il va falloir que les personnes malhonnêtes voilà, et se rendent compte. Il faut qu'on arrête d'utiliser de manière aussi légère et en toute impunité des ressources qui ont vocation à servir le peuple sénégalais. Parce que les conséquences sont énormes. Quand on voit certains niveaux de misère dans ce pays, quand on voit ce qui manque dans nos hôpitaux, des enfants qui sont obligés d'aller à l'école dans des abris provisoires. Nous sommes en 2024, quoi. Dans un pays qui a énormément d'atouts. D'opportunités. C'est juste inacceptable. Et tout ça parce que un petit clan, là, en bande organisée, organise le pillage de nos ressources. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et je pense que cette mesure qui fait partie d'un dispositif plus général. D'un dispositif plus général. Et dans ce dispositif, il y a également la mise en place d'un bureau d'intelligence et de prospective économique. Oui, que vous inspire justement de telles mesures? Par exemple, cette mesure d'installation de ce bureau d'intelligence et de prospective économique. Mais je pense que c'est essentiel. On ne peut pas dire qu'on a une démarche stratégique sérieuse sans un minimum d'études, d'informations, d'évaluation, de projection, de simulation pour mettre en place les bonnes politiques publiques. Et la prospective est fondamentale. Si on en est à gérer le présent immédiat, à
toujours fonctionné dans l'urgence, mais à aucun moment on ne peut lever la tête et prendre les décisions importantes, structurelles et structurantes qui permettent de sortir de cette situation-là. Donc, je pense que c'est un bon signal. Mais moi, mon espoir est qu'au-delà de cela, les choses se fassent dans la logique. Et pour moi, la logique, c'est... On ne construit pas un immeuble en commençant par le 4e étage. D'abord, on pose les fondations. Et au point où on est le Sénégal aujourd'hui, je pense que la fondation, c'est la Constitution. C'est-à-dire, concrètement... C'est-à-dire, nous avons besoin de refondre totalement notre Constitution. Il faut que ces traumatismes-là que nous avons vécus, que nous soyons sûrs que nous allons avoir un cadre qui nous permettra de dire plus jamais ça. Et ce cadre pour vous, c'est la Constitution? C'est d'abord la Constitution. Aller vers une nouvelle Constitution? Oui. Ou reprendre, par exemple, les conclusions des Assises nationales? Il y a la CNRI qui est là. Comment reformuler pour vous ce besoin? Mais justement, voilà un travail méticuleux, un travail de haute facture. Des recommandations issues de la CNRI? De la CNRI. Mais c'est un travail qui a été fait de manière méthodique. On a une méthodologie claire. Tous les citoyens qui l'ont souhaité ont pu y participer. Il y a eu des forats, il y a eu des enquêtes par questionnaire. Et dans la langue des gens, on est allé vraiment discuter avec les populations de choses qui les concernent directement, qui concernent leur quotidien. On a discuté de valeurs, on a discuté de principes, de qu'est-ce qui constitue notre ciment national. Quelles sont nos ambitions, qu'est-ce que nous rejetons et que nous ne voulons pas voir dans notre espace national. Et ce travail, il a 10, 11 ans. Les principes qui ont été discutés sont toujours d'actualité. Ce qu'il faut... il avait été commandité au bout du bout, le président précédent a choisi de ne pas mettre en œuvre ce qui ressortait de la demande des citoyens de son pays. J'espère que nos nouvelles autorités vont le faire. Du reste, appliquer les recommandations et partir d'abord de la... Absolument. Parce qu'il faut d'abord poser le cadre. Vous n'allez pas construire un immeuble si vous n'avez pas d'abord votre plan d'architecte. Ou cet immeuble-là, un jour, il sera bancal. Et il y a tellement de choses à régler que si on veut en faire un inventaire à l'après-vert, là, de je vais faire ci et ça, on n'y arrivera pas. Et ce sera illisible pour toute personne qui souhaite s'inscrire dans la... Quel en serait l'intérêt pour vous? Pour moi, comme pour tous les Sénégalais, c'est de se mettre d'accord sur notre vivre ensemble en tant que nation. Donc ça pose un cadre. Et à partir de là, toutes les réformes pourront venir s'inscrire. Moi, la première réforme que j'appelle de mes voeux, c'est celle sur le code de la famille. Parce que, parce que la famille est la cellule de base de la société. La plus petite cellule de base. Ah oui. Et il y a des choses importantes qu'il va falloir qu'on discute. Concrètement, allez-y, madame. Mais concrètement, par exemple, chaque fois que j'ai dû voyager avec mes enfants, j'ai vécu comme une humiliation. Le fait d'aller au poste au commissariat pour faire établir une autorisation de sortie du territoire à faire signer par mon mari. Comme si moi, je n'avais pas porté mon enfant pendant 9 mois, comme si c'est pas moi qui étais montée sur la table pour les mettre au monde. Et nous sommes au Sénégal, tout le monde sait que ici, ce sont les mères qui éduquent. Quand un enfant est... un enfant qui ne réussit pas, c'est l'enfant de sa mère. Mais un enfant brillant, là, c'est l'enfant de tout le monde. Tout le monde veut se l'approprier. Donc,
de nous soumettre à je trouve que c'est une profonde injustice. On a fait assez de Ah oui, oui. ce sont des différentes cas éditions. oui, où pour punir, finalement, pour punir l'épouse ou l'ancienne compagne, finalement, on porte préjudice aux enfants. Aux enfants, oui. Parce que, voilà, donc je citais le cas d'une amie, elle est divorcée, elle a élevé seule ses enfants. Aujourd'hui, elle ne peut pas leur faire établir un passeport parce que le père ne veut pas la recevoir, il ne s'est jamais occupé de ses enfants, il s'en fiche. Et des choses comme ça ne peuvent pas être un terreau fertile. Entre autres initiatives, oui. Sur le code de la famille. En fait, on a fait un copier-coller du code civil français. Donc, c'est le code Napoléon, parce qu'à l'époque, c'était ça. Les Français ont évolué. Nous, il y a eu des combats qui ont été gagnés. Oui, mais à la marge. Là, ce que je souhaite, c'est pareil. Quand on parle de réforme, on se pose et on discute. Notre culture est profondément inclusive. On le dit, il y a un proverbe wolof qui dit Rero amul ñàkk waxtaan am. Mais discutons. Nous pouvons, c'est même pas que nous pouvons, nous avons souvent des intérêts divergents, mais ça ne doit pas nous empêcher d'aller ensemble dans la bonne direction. Il n'est pas normal qu'un groupe puisse imposer sa vision du monde, sa manière de faire simplement parce qu'il se sent dominant. Il faut que nous arrivions à fonctionner plus sur la base de consensus. Alors justement, de ce point de vue, toujours en restant dans le secteur économique, en lisant un article qui vous concerne dans Jeune Afrique, qui vous présente comme justement la voix des PME, PMI, des petites et moyennes entreprises, de l'entrepreneuriat féminin. Pourquoi ce secteur est si important pour vous? Les PME, PMI, est-ce que c'est cela la clé, la meilleure voie vers l'émergence? Alors, pourquoi les PME, PMI? Parce que notre tissu économique est constitué à 97% de PME, PMI, dont l'essentiel est dans le secteur informel. Donc, c'est très simple. Si nous n'arrivons pas à gérer les attentes et les besoins des PME, PMI, nous ne nous en sortirons jamais. Ah oui? Un pays comme l'Allemagne a un tissu économique majoritairement constitué de petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, et fait partie des leaders en matière économique dans le monde, des puissances économiques mondiales. Donc, pourquoi l'intérêt? Donc, il vient de là. Deuxième constat, c'est que c'est un parcours extrêmement dur, l'entrepreneuriat au Sénégal. Les entrepreneurs ont des vies très difficiles, très compliquées. Mais pourquoi? Expliquez-nous. Mais c'est une question. Mais c'est tout un environnement, à commencer par le financement. Notre secteur financier n'est pas structuré de manière à répondre aux besoins des entreprises, des petites et moyennes entreprises, à chaque stade à chaque niveau de maturité et en fonction de leur taille et des secteurs dans lesquels elles évoluent. Nous avons copié des modèles qui ne correspondent pas à qui nous sommes. Et pourtant, il y a des initiatives, comme la DPME et autres. Oui, voilà. Alors, là, quand même, j'aimerais souligner et saluer le fait que, à mon avis, le Sénégal fait partie, de ce point de vue-là, des pays les plus avancés dans la région en termes de soutien à l'écosystème des petites et moyennes entreprises. Je trouve que la DPME, le bureau de mise à niveau, l'ADER, font vraiment un travail remarquable. Ça, il faut le noter. Simplement, il y a des réformes structurelles qu'il va falloir que nous entreprenions. De quelle nature? Par exemple, quand on parle de financement, tout le monde pense immédiatement banque et dette.
Et quand on parle de financement pour les femmes, d'ailleurs, tout le monde pense microfinance. Et ça aussi, ça fait partie de nos irritants, là. Pourquoi est-ce qu'on estime que l'entrepreneuriat féminin ne doit pouvoir s'épanouir que dans la microfinance et dans la toute petite taille. Donc, il faut qu'on arrive à apporter des solutions adéquates. Quand on commence une entreprise, l'endettement peut être un facteur d'échec. Quand on n'arrive pas à faire face à ces remboursements, on peut, bon, et ça explique souvent le taux élevé de casse qu'il y a. Bon, d'abord, souvent les entreprises n'ont pas accès déjà à du financement en dehors de l'argent, comme on appelle love money, l'argent de votre famille ou de vos amis. Il est difficile de lever du capital. Ensuite, les banques ne vont pas vous prêter parce que vous ne correspondez pas à leur profil de risque. Voilà. Ou à des taux, mais là aussi, en défense des banques, elles sont soumises à un dispositif prudentiel qui ne leur permet pas de prêter dans n'importe quelle condition. Donc, il faut du capital. Et souvent, quand ces entreprises ont à peu près le profil nécessaire, elles sont sous-capitalisées. Et donc, on ne peut pas leur prêter suffisamment d'argent pour leur permettre de passer à l'échelle et de se développer. Donc, nous, en tout cas, WIC Capital, nous adressons cette problématique-là, qui est celle de la capitalisation. Nous accompagnons les femmes entrepreneurs en prenant un risque à leur côté, en investissant dans le capital de leur société. Et en faisant ça, nous participons également à la formalisation de leurs entreprises, parce que nous ne pouvons investir que dans des entreprises formelles. Et nous les aidons à améliorer leur gouvernance, à améliorer leur stratégie et à leur apporter le soutien dont elles ont besoin en termes d'assistance technique, mais également en termes de mentorat, de coaching. Finalement, nous investissons d'abord dans des personnes qui sont porteuses d'un projet, bon, évidemment, qui doit être rentable, qui doit correspondre à nos critères d'investissement. Mais qui remplissent aussi les conditions de garantie. Nous ne prenons pas de garantie, justement. Et c'est en ça que je dis que nous risquons, nous prenons un risque avec... mais c'est ça le pari, parce que à partir du moment... Et quel est l'inventaire que vous en faites jusqu'ici? Mais très positif. D'abord, quand nous avons lancé notre projet, le marché a réagi en disant mais là vous rêvez quoi, vous êtes dans la lune, entrepreneuriat féminin, vous ne trouverez personne à financer. Ça c'était 2016. Au moment où nous parlons, donc nous avons non seulement un portefeuille au Sénégal, mais également en Côte d'Ivoire, et nous avons le projet de lever un deuxième fonds, 6 fois plus gros que celui que nous avons actuellement, et toujours pour soutenir des entreprises de femmes. Et en apportant du capital, nous permettons à ces entreprises-là de pouvoir s'endetter. Parce que voilà, le capital que nous apportons, c'est pour financer des investissements sur le long terme. Et ça leur permet d'aller voir des banques pour obtenir des crédits pour du financement. Tout en restant derrière dans l'accompagnement. Et nous sommes oui, et le banquier, ça le rassure de savoir que nous sommes là. Nous sommes une sorte de tiers de confiance, et puis intéressés, puisque nous sommes dans le capital, nous sommes... Et tout ça a un effet... Là aussi, notre souhait, c'est d'arriver à porter ça à l'échelle. Parce que si plusieurs WIC se créent et réussissent, tout le monde... tout le monde gagne. Les entrepreneurs, nous en notre qualité d'investisseurs, le secteur bancaire, ça peut même permettre de dynamiser le compartiment des PME de la bourse, de la BRVM. Et
offrir des solutions adaptées aux PME, PMI, ce qui demande du temps, ça demande beaucoup de patience, mais rien de durable ne se fait sans le temps. Sans le temps, mais justement, on voit quelque part que nos PME, PMI, justement, pour l'essentiel, n'arrivent pas à décoller. Les goulots d'étranglement, vous les avez identifiés, mais justement, est-ce que ça peut être levé au point de résoudre la question ou la problématique de l'emploi des jeunes, par exemple? Mais c'est ça qui résoudra justement la problématique de l'emploi des jeunes. Comment? C'est d'avoir... c'est en créant des emplois. Si je prends par exemple le secteur en de termes de quantité, l'agribusiness, je veux dire. de quantité et de qualité. Qualité, oui. Notre ambition est de créer des emplois valorisants. Il faut que les gens puissent se projeter dans un... Et puis que comme tout le monde partout ailleurs dans le monde, arriver à vivre décemment de son emploi et à sentir qu'on contribue à la communauté. Donc, nous investissons beaucoup dans l'agribusiness et c'est normal, c'est là qu'on trouve les femmes, hein, c'est là qu'elles sont le plus actives. Alors, pour être claire, pour être précise, hein, nous servons ce que nous appelons le missing middle, c'est-à-dire la tranche oubliée. En matière de financement, la classe intermédiaire. Voilà, la microfinance est très forte ici. Hein. Elle a trouvé son marché, elle s'est bien développée et les femmes ont facilement accès à des financements par la microfinance. L'inconvénient, c'est que à aucun moment elle n'arrive à casser le plafond de verre. Voilà, à force de rester à ce niveau tout petit, bon, quelque part... Le passage à l'échelle pose problème. Voilà, pourquoi? on n'arrive pas à épanouir son... Pourquoi? Mais parce que les outils financiers adaptés ne sont pas disponibles. Quand nous avons fait notre étude là, qui a amené à la création du Women's Investment Club, nous avons constaté que seulement 3,5% du crédit bancaire disponible allait à des PME, PMI dirigées par des femmes. C'est faible. C'est extrêmement faible. Et c'est là qu'on s'est dit, mais pour tout un tas de raisons, et à commencer par nos normes sociales, le fait que dès qu'on a mis en place le club et commencé à inviter des femmes à nous rejoindre, souvent la réponse était « Ouh là là, moi la finance, je n'y connais rien ». Et on leur disait « Mais non, vous y connaissez tout ». Vous gérez des budgets familiaux, souvent, mais vous allez voir la secrétaire de direction qui a son salon de coiffure et qui vend des tubes à côté. Nous gérons toutes sortes de sources de revenus. L'idée, c'est comment est-ce que on arrête ce rythme? C'est brutal pour les femmes. Les femmes travaillent énormément pour soutenir leur famille, leurs enfants, leur communauté. Elles ont à la fois la charge de faire venir du revenu, et ça, ce ne sont pas les femmes modernes. Moi, nos grands-mères et arrière-grand-mères le faisaient. Mais elles sont également responsables de l'organisation sociale. C'est elle qui s'occupe des cérémonies familiales. Je disais tout à l'heure, la famille est le socle de la société, et les femmes sont les piliers de la famille. Il faut observer le passage à l'échelle. Il faut, en aidant les femmes, en libérant leur potentiel, c'est pas juste aux femmes qu'on rend service, c'est à l'ensemble de l'économie, voilà, du pays. Et ça a été documenté par des études. Documenté, décrit, et élaboré. Mais justement, Thiaba Kamarassi, vous connaissez notre économie sous sa forme. C'est une économie essentiellement informelle. Et cette économie informelle, les femmes y sont nombreuses, mais elles sont aussi les plus démunies dans ce domaine. Que faire? Les soutenir par des dispositifs de politique publique qui permettent aux femmes de libérer tout leur potentiel.
Et c'est plus une question d'intentionnalité que de difficulté pragmatique. Et quand je dis intentionnalité, c'est d'aller, d'avoir le courage de revisiter nos normes sociales qui font que certaines personnes considèrent que les femmes doivent rester à la maison, s'occuper de la cuisine. Mais très sincèrement, dans notre société, là, je parle de la société négro-africaine. Hein. Non, mais je parle de notre identité négro-africaine. Mais depuis quand est-ce que on cloître les femmes chez elles? Moi, ce que j'ai vu chez mes grands-mères, chez mes mamans, c'est une femme, elle porte son enfant sur le dos et elle va vaquer à ses occupations. Et elle le fait pour sa communauté. C'est ça la culture. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive à mettre... Qu'on s'inspire du modèle du Rwanda. Le Rwanda, et ça n'est pas moi qui le dis, c'est une étude du Fonds monétaire international qui dit que pendant la décennie, je pense que 2010-2020 ou 2012-2022, le Rwanda a de manière constante eu 2 points de croissance de son PNB d'avance sur le reste des pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique subsaharienne de manière générale, parce que le Rwanda a de manière intentionnelle et délibérée mis la question du genre dans l'ensemble de ses politiques publiques. En termes de stratégie. Aujourd'hui, vous allez au Rwanda, mais les femmes sont partout. Moi, j'ai vu des femmes conduire le bus. Elles sont dans les forces armées, mais très visibles. À l'ensemble leur Assemblée nationale, ça fait au moins 10 ou 15 ans que le taux de représentation des femmes n'est pas en dessous de 60%. Mais les Rwandais, là, ils ne s'en plaignent pas. Hein. Et oui, la complainte est bien entendue. Quand nous plaidons pour plus de représentativité, pour plus d'équité sociale, pour plus d'inclusion, ça n'est pas juste un réflexe identitaire, c'est parce que nous plaidons pour l'émergence de ce pays et que nous corroborons, nous dire par des exemples de par le monde. Et j'ai choisi le Rwanda pour ne pas parler, par exemple, de l'Europe du Nord, parce qu'on nous accuserait le Sénégal fait des efforts aussi dans ce domaine, il faudrait aussi le souligner. Oui, mais très insuffisant. Je veux dire, il y a des réformes nécessaires. Et franchement, ces réformes-là, il faut qu'on ait le courage de les faire. Et de façon délibérée. Et de même, et là, je fais un clin d'œil. C'est vrai que nous avons été choqués par la photo du nouveau gouvernement avec juste 4 boubous dans un groupe. C'est très démodé. Vraiment, ces notions. Et bon, c'est les femmes, mais c'est aussi les personnes en situation de handicap. C'est aussi, là c'est bien, la jeunesse. C'est-à-dire faire en sorte que toutes les voix de ce pays puissent être entendues dans les lieux où on prend des décisions qui vont les concerner. C'est cela la lutte contre les inégalités, mais justement en restant dans le cadrage et sous la forme, vous disiez qu'il faille le porter ce combat. Et comment, de ce point de vue, percevez-vous le changement de dénomination du ministère de la Femme en ministère de la famille? Est-ce que ce n'était pas important, vu la vulnérabilité économique et sociale accrue des femmes, de leur consacrer un département ministériel avec les enfants? Ah oui, non, c'est que justement, avant, on avait un ministère consacré à la femme, aux enfants et à la famille, à la solidarité nationale. Là, le fait qu'on ait enlevé le terme femme, bon, comme on dit, on va pas, je sais pas comment on dit, mais la première question c'est, est-ce que plutôt que de centraliser les politiques publiques
liées au genre, on décide de les disséminer dans l'ensemble du dispositif gouvernemental, ce qui serait magnifique. Ou alors, est-ce qu'il s'agit de reléguer la femme à son rôle familial? Et c'est là que je pense que... moi, c'est mon leitmotiv. Rero amulniak ortanam. Parlons-nous. Discutons-en. De façon claire. Les questions de femmes, les questions de femmes sont portées par des spécialistes dont c'est la vie qui sont armés pour ça, qui ont l'érudition, l'expérience, mais écoutons-les, prenons leurs conseils. Enfin, quand je dis, quand je parle quand je dis nous, là, en fait, je m'adresse aux autorités politiques. Comment est-ce que nous pouvons mettre en place un cadre de concertation? Vous savez, pour moi, c'est le fil directeur. Quand je parle d'une nouvelle constitution, quand je parle de réforme du Code de la famille, je pense qu'une autre réforme importante est celle du Code du travail. C'est pour l'ensemble de ces questions de se parler et de se projeter sur le long terme et de voir, une fois qu'on a ce cadre-là, quelles sont les solutions qu'il va falloir mettre en œuvre. Et ces solutions, elles peuvent changer du jour au lendemain. Aujourd'hui, on a un ministère donc de la famille. Enfin, on a et des solidarités. Voilà. Bon, j'ai vu le décret. Le décret. Bon, parce que le il va décret peut-être qui est ressorti insiste sur le renforcement des capacités des femmes, chefs d'entreprise, notamment en matière de financement et de gestion de leurs activités économiques. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Alors déjà, je suis très contente parce qu'une étude de l'ANSD, je pense que c'était 2021, a révélé le fait que les ménages dirigés par les femmes, qu'il y avait 2 fois moins de pauvreté dans les ménages dirigés par des femmes que dans les ménages dirigés par des hommes. Donc c'est bien que cette dimension-là soit prise en compte. Mais il ne faudrait pas reléguer les femmes à leur rôle de pourvoyeur de revenus juste pour la famille. Comment est-ce que, quand je parlais de briser le plafond de verre tout à l'heure... On aurait par exemple cru que le ministère de l'économie aurait dû porter par exemple cette responsabilité. Exactement. Je pense que ça ferait beaucoup plus de sens. Et en mettant en place des indicateurs clairs dans l'ensemble des politiques publiques, pour s'assurer, pour s'assurer que l'inclusivité que nous demandons est correctement prise en compte et mesurée. Là, ça peut devenir véritablement efficace. Et je dis ça parce que il y a des pays. Je veux faire le parallèle entre le genre et la race. Dans un pays où la population est à moitié blanche, moitié noire, si les Noirs se plaignent de leur peu de représentativité dans les instances publiques et dans les instances décisionnaires, et qu'on leur répond mais non, ne vous inquiétez pas, faites-nous confiance, nous les Blancs, nous saurons gérer vos problèmes. Alors que eux, les Blancs, ne vivent pas la même vie, ça n'est pas la même perspective, ce ne sont pas les mêmes expériences. Quelque part, je pense la situation ne s'améliorera jamais. Et là-dessus, je vais faire le parallèle entre les États-Unis, par exemple, où clairement, on a mis en place des critères sans complexe et on les suit. C'est vrai que c'est une société de ce point de vue-là catastrophique, mais au moins, du point de vue des relations entre les races. Mais en France, on vous dit « Ah non, la race, on n'en parle pas. » Résultat, rien n'est mesuré, rien ne peut être prouvé. Et le constat, c'est que dans le secteur économique, moi je vois très peu de Français noirs à des postes à la tête de grandes sociétés publiques, par exemple. Mais c'est un tabou. On ne parle pas de... Ne suivons pas cet exemple-là. Faisons en sorte d'avoir des indicateurs, des instruments de mesure qui nous permettront, de manière vraiment tout à fait transparente, de vérifier l'efficacité
du dispositif mis en place en matière d'inclusivité pour être sûr qu'il fonctionne. Déjà, des actes sont posés. Je parle de ces nouvelles autorités. Selon vous, comment entreprendre une démarche à impact au regard de l'énormité des attentes? Oui, moi, oui, les attentes sont énormes. Vraiment, l'espoir qui a été suscité est phénoménal. J'en profite pour saluer vraiment le peuple sénégalais. Là, je suis tellement fière d'être sénégalaise. Et ce serait dommage que cet élan-là soit brisé. Moi, je pense qu'il va falloir bien communiquer entre ce qui est urgent et ce qui est important. Et je dirais même fondamental. Il va falloir, de la même manière qu'on va apporter des réponses très très urgentes, pouvoir mettre en place un dispositif structurant. Et j'en reviens vraiment aux travaux des Assises nationales, aux recommandations de la CNRI. Bon, du reste, le candidat Diomaye Faye s'était engagé sur le pacte de bonne gouvernance et j'ai entièrement confiance dans l'attelage Faye-Sonko pour mettre en œuvre les dispositions qui permettront véritablement d'arriver à la transparence, à l'équité, parce que une fois que ce terreau-là est solidement implanté, on peut vraiment faire pousser la croissance. Et terminer justement par le leadership féminin local ou national, qui du reste est encore faible dans le pays. Comment le renforcer? À tous les niveaux, travailler sur l'éducation. Là aussi, modèle du Rwanda, j'ai visité un collège où sont enseignés les STEM, c'est-à-dire les sciences, technologies, mathématiques, mais exclusivement pour les petites filles. Voilà un pays qui mise sur les femmes. Donc l'éducation, et puis que dans tous les secteurs de la vie nationale, les femmes aient une chance d'être visibles et d'exprimer leur savoir-faire. Et là, je m'adresse notamment aux partis politiques. Parce que si nous avons une représentation féminine aussi faible, c'est parce que l'émergence de personnalités féminines n'est pas correctement promue au niveau des partis politiques. Donc ça, c'est également, à mon avis, un axe d'amélioration majeur sur lequel il faudra travailler. Il faudrait travailler, le combat continue et ne s'arrête pas. Le combat ne s'arrête jamais. Pour quelle perspective pour le Sénégal? Je suis extrêmement optimiste pour le Sénégal. Je suis optimiste pour le secteur privé sénégalais. Et puis pour la jeunesse de ce pays, parce que nous avons montré que dans les moments critiques, nous savons nous unir et mettre en place un collectif intelligent et déterminé. Et ça, c'est tout ce qu'on demande pour pouvoir réussir ensemble. Et c'est sur cette note d'espoir que prend fin votre émission Objection de ce dimanche avec Thiaba Camara. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. Ça a été un plaisir. Et mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Un grand bravo à l'équipe digitale, à la tête Aline Patra Sorcier. Merci à lui et à son équipe. Gardez l'écoute dans une poignée de secondes. Place à Eladj Mordo Faye qui reçoit Aluntine. Au revoir, à dimanche prochain. Vous êtes sur la 98.5. Eh bien, vous avez raison, restez-y. À dimanche pour un autre rendez-vous. Mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé